6-9 Listen anywhere. 哇，围读吧， وحده من سوريا. 再聊聊。 More. sur France Inter. Géopolitique avec Anthony Bélanger. Bonjour Anthony. Bonjour Marion, bonjour à tous. Aujourd'hui se tient à Camp David un sommet États-Unis-Japon-Corée du Sud. Un sommet qu'on peut pour le coup qualifier d'historique. Le mot n'est pas trop fort parce que ce n'est pas pour rien que Joe Biden a invité les deux leaders asiatiques dans la résidence d'été des présidents états-uniens. C'est là qu'ont été signés en 1978 les fameux accords de paix de Camp David entre Israël et l'Égypte. Alors il faut comprendre que réunir le premier ministre japonais, Fumio Kishida, et le président sud-coréen, Yoon Suk-yeol, dans une même pièce était inenvisageable il y a encore 2 ans. Les relations entre les deux pays étaient exécrables. Pourtant, sur le papier, tout semble les rapprocher. Le Japon et la Corée du Sud sont des alliés fidèles des États-Unis, leurs économies sont florissantes et complémentaires, leur régime démocratique, et ils partagent la même ère géographique et culturelle. Et alors comment expliquer cette mésentente ? L'histoire, toujours l'histoire, Marion. Elle pèse très lourd entre la Corée et le Japon. Elle a pesé sur notre rapport avec l'Allemagne. Alors, je fais à dessein cette comparaison parce que le Japon a beaucoup à se faire pardonner. Il a colonisé toute la péninsule coréenne entre 1910 et 1945. Or, si l'Allemagne et la France ont trouvé le chemin de la réconciliation, ce n'est pas le cas entre le Japon et la Corée du Sud. Les Coréens attendent des excuses formelles et des compensations pour les exactions japonaises commises pendant la période coloniale. Or, les Japonais considèrent que les questions financières ont été réglées dans les années 60 à l'occasion du rétablissement de leurs relations diplomatiques. Quant aux excuses, ils estiment avoir été assez loin en admettant plusieurs fois leurs responsabilités. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce qui les rapproche soudainement ? La Chine, bien sûr, et sa conscience millénaire, la conscience millénaire de la Chine d'être un empire du milieu, n'ayant dans son étranger proche que des vassaux. La Chine qui veut contrôler les routes de son énorme commerce extérieur et refuse que les États-Unis en assurent la sécurité. Alors, jusqu'à présent, Pékin pouvait compter sur la rivalité entre Séoul et Tokyo pour tenter d'affaiblir la position américaine. Puis il y a eu, vous le savez, le retour en février 2022 de la guerre de haute intensité entre l'Ukraine et la Russie, alliées de la Chine. Tout le monde dans la région s'est alors aperçu que la Chine avait aussi son Ukraine en Asie, Taïwan, et que l'armée populaire chinoise était littéralement bâtie sur le modèle de l'armée rouge, puis russe. Dans le même temps, la marine chinoise est devenue la première au monde. Et c'est aussi une victoire pour les États-Unis, ce sommet. Bien sûr. Ils ont été d'ailleurs aidés par l'étonnant courage politique du président conservateur coréen Yoon. Il a tout fait pour se rapprocher du Japon, effectuant même cette année la première visite d'État d'un président coréen depuis 2011. Mais Joe Biden, lui, est à son meilleur. C'est un homme de la guerre froide, peut-être un des derniers à accorder une telle importance aux alliés traditionnels des États-Unis, à savoir Europe plus Turquie et Japon plus Corée du Sud, 2 piliers de fondation sur lesquels repose leur influence mondiale. Jusqu'il y a peu, il y avait aussi un pilier moyen-oriental qui a du mal à résister aux défaites humiliantes d'Irak et d'Afghanistan. Raison de plus pour ne pas commettre les mêmes erreurs entre le Japon et la Corée du Sud. Les États-Unis jouent les facilitateurs, comme en 78 à Camp David, entre Israël et l'Égypte. Anthony Bélanger pour Géopolitique.